Karim Bernoussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le créateur du groupe Intelsia, de la start-up des années 2000 à aujourd'hui, à l'acteur global que vous êtes. D'abord, c'est un immense parcours. Comment vous avez négocié cette espèce d'évolution étourdissante, si je puis dire? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça, si on négocie une croissance. En fait, en fait, c'est beaucoup de choses. C'est un peu de chance, c'est des rencontres, c'est des étoiles qui s'alignent, c'est beaucoup de choses. Donc, et également, c'est un peu de persévérance, également disons une vision qui a depuis le début, qui était effectivement de créer une entreprise marocaine qui puisse se développer à l'international. Donc, donc voilà, alors pour comment la petite histoire, c'est quand on a commencé en 2000, on a lancé Intelsia. À l'époque, c'était pas Intelsia, on voulait avec des amis monter un centre d'appel pour faire de l'offshore parce que c'était tout le début de cette activité au Maroc. Je crois qu'il y avait un ou deux acteurs à l'époque, et nous avons donc parcouru un peu l'Europe en essayant de trouver des acteurs qui connaissaient bien le secteur. Et nous avons convaincu en 2000, donc c'est en 2000, une entreprise suédoise, donc Transcom, de venir monter son premier centre d'appel à Casablanca. Et donc c'est comme ça que en fait, cette aventure a commencé. Alors aujourd'hui, vous êtes présent sur quatre continents. Vous êtes sur 56 sites dans 9 pays, si je ne me trompe pas. Non, 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 ça a augmenté. Maintenant, on est presque sur 20 pays. Alors, donnez votre carte du monde ou votre map monde, si je puis dire. Alors, juste pour la petite histoire, en fait, pour comprendre un peu le développement de l'entreprise, lorsqu'on a été créé en 2000, c'était Transcom. Donc, en 2006, moi, je sortais, et en 2000, je ne travaillais pas dans cette entreprise puisque j'étais simplement actionnaire et fondateur. Et en 2006, lorsque je suis sorti de chez Microsoft, je voulais me mettre à mon propre compte. Et à ce moment-là, on a voulu, en fait, on voulait vendre nos parts. La partie marocaine voulait vendre, mais nos partenaires ne voulaient pas. Donc, j'ai convaincu les autres fondateurs de racheter l'entreprise. Donc, c'est comme ça qu'Intelsia est né en 2006, finalement, et c'est devenu une entreprise 100% marocaine qui, à l'époque, comptait 200 collaborateurs. Il y avait un site, il y avait 3 clients, dont un gros qui représentait 80% allait partir. Et donc, c'est comme ça on a lancé. Donc, on a appris pendant 3 ans, on a perdu un peu d'argent, on a appris un peu ce que c'était le métier, puisque moi, je ne venais pas du tout du métier des centres d'appel. Et clairement, dans ce métier-là, si on veut vivre, si on veut survivre du moins, il faut grossir. Être petit, personne ne vous considère. Donc, pendant cette période où on était petit, c'était des tout petits clients. Il a fallu apprendre un petit peu à ce que c'était le métier, la relation avec nos clients. Et donc, et surtout, nous, le parti pris qui a été fait, c'est qu'on a investi énormément sur les hommes et les femmes, les compétences. Donc, on est passé d'un centre de production à un vrai centre, avec une entreprise. Donc, ça, c'est le premier choix fort que nous avons fait. Et donc, première acquisition, on a fait une première acquisition au Maroc pour monter à 1000 personnes. Donc, à ce moment-là, en 2010, on est monté à 1000 collaborateurs. Et un des choix importants, donc en 2010, c'était de faire rentrer un fonds d'investissement pour structurer l'entreprise, qui nous a permis de faire cette première acquisition. Deuxième choix fort que nous avons fait, c'est de aller en France. Donc, on est parti en France en 2011, donc pour acheter une entreprise qui avait 4 sites et 1000 collaborateurs en France. Donc, c'était un choix d'aller à l'international, de se rapprocher de nos clients puisqu'on était sur du francophone. Et donc, on a un petit peu galéré en France parce que venir en France pour une entreprise marocaine, c'est jamais évident dans notre domaine en particulier, et quand on traite au droit social, quand on a à comprendre un petit peu toutes ces différences. Et donc, on a appris ici également en France. Et petit à petit, on est rentré dans le top 10 des acteurs francophones. Donc, et pour être fort dans le dispositif francophone, il a fallu aller en Afrique subsaharienne. Donc, on a commencé à ouvrir un site au Cameroun au début. Après, on est parti en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ensuite, on est parti en océan Indien, Madagascar, Maurice. Donc, plein de choses se sont faites pour se développer. Alors, juste pour comprendre, d'abord, quels sont les métiers sur lesquels repose votre action? On l'a vu, beaucoup de rapports avec les clients, mais il n'y a pas seulement ça. Expliquez-nous d'abord quels sont vos atouts. Alors,
pour finir, juste pour le footprint. Donc, si vous voulez, on a connu cette croissance et tout. Donc, aujourd'hui, on est présent donc, en Europe, on est présent en France, au Portugal, en Écosse et en Espagne. On est présent en Afrique sur plusieurs pays, puisqu'on est très fort au Maroc. Au Maroc, on est en Afrique subsaharienne, on est au Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. En océan Indien, on est présent à Madagascar, Maurice. On a des partenaires en Afrique du Sud et on est présent en Égypte. D'accord. Et sur les États-Unis, on est présent aux US, on est présent en Jamaïque, en République dominicaine, et on a un partenaire qui est en Colombie. Et aujourd'hui, avec la nouvelle acquisition, on est présent en Colombie et au Chili. Donc, tout ce footprint, c'est pour devenir un acteur global. Alors aujourd'hui, nos métiers, c'est quoi? Nos métiers, on est essentiellement dans tout ce qui est relations clients, CRM, ce qu'on va appeler CRM. Donc, où on va faire du service client, on va faire de la vente, on va faire… Donc, ça, c'est les métiers traditionnels qui portent notre grosse croissance. D'accord? Et donc, aujourd'hui, pour devenir un acteur global, on doit diversifier les géographies dans ces métiers-là pour être un acteur qui compte, puisqu'on est passé d'un petit acteur local à un acteur régional dans les années 2010 et aujourd'hui, on veut être un acteur global. Pour être un acteur global, il faut avoir ce footprint, cette disposition. Et deuxième axe de diversification, donc comme je vous ai dit en termes de métiers, nous avons ces métiers liés à la relation client. Deuxième, et vous mettez tout le BPO dessus et tout ce qui est back-office, tout ce qui est… Et en même temps, on est en train de développer toute la partie ITO, donc toute la partie informatique, développement informatique, supervision des infrastructures informatiques. Aujourd'hui, on a à peu près 300 personnes. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'être dans les 3 années à 2000 ingénieurs, donc qui vont servir tous nos clients sur les différentes géographies. Donc, une vraie volonté de se diversifier et de devenir un acteur global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la crise est passée par là, même si c'est un mot galvaudé, on parle de résilience, on parle de cette reconfiguration nouvelle autour de l'agilité, les circuits courts. Quel est le sens de tout cela pour vous? Nous, en fait… Quand il y a eu cette crise, en fait, on a paniqué, quoi. Comment aujourd'hui on était à l'époque 20 000 personnes, plus de 20 000 personnes, comment mettre 20 000 personnes en télétravail? C'est quelque chose auquel on ne pensait pas du tout être possible. D'autant plus que nos clients étaient vraiment pas favorables pour des raisons de sécurité, comme vous pouvez imaginer. La crise a poussé tout le monde à se reconfigurer et elle nous a poussé effectivement à trouver des solutions. Et aujourd'hui, on peut dire qu'après effectivement 18 mois de crise, aujourd'hui, l'ensemble de l'entreprise s'est transformé et a permis effectivement de produire et de continuer à délivrer des services de qualité à nos clients tout en maintenant les gens chez eux. Ça, c'est très important. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que ça a apporté la crise? Ça nous a permis, nous, en tant qu'outsourceurs, à se réinventer, à essayer d'être plus agile et à trouver des solutions pour nos clients. Mais aussi, en termes de secteur, ça a développé notre secteur. Pourquoi? Parce que en termes de crise, les gens ont poussé toute la partie digitalisation. Quand vous poussez la digitalisation, donc vous avez forcément besoin de centres de services pour servir cette digitalisation, parce qu'il y a toujours des problèmes, vous avez besoin de gens qui vont… Et donc ça a effectivement développé notre activité. Donc c'est vrai que la crise, effectivement, a pu toucher un certain nombre de secteurs et a été vraiment… catastrophique pour certains, mais on peut dire que pour notre secteur, ça lui a permis d'une part de se rendre plus agile et de se transformer, d'autre part, ça nous a permis de nous développer encore plus parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de notre secteur a eu un effet, en fait, ont vu un effet bénéfique de cette crise sur leurs résultats. Il y a une question un peu taboue, surtout quand on passe d'une entreprise familiale. Je ne parle pas de vous particulièrement, mais sur le principe même de la start-up. Et après, en ouvrant le capital, qu'est-ce qui explique cette véritable évolution? Ouvrir le capital, c'est aussi se dessaisir aussi d'un certain nombre de choses. Comment vous l'avez vécu? Comment vous avez accompagné cette transformation? En fait, il faut avoir la politique de son ambition. Donc, si on voulait effectivement faire une entreprise qui restait une entreprise de quartier ou une entreprise locale dans laquelle, à chaque fin d'année, on allait prendre des dividendes, j'ai pas besoin de faire rentrer peut-être un fonds d'investissement et chaque fin d'année, on aurait pu prendre effectivement et à un moment donné, je vais perdre un gros client et l'entreprise va disparaître. Donc, il faut effectivement comprendre comment on fonctionne. Donc, aujourd'hui, l'ambition que nous avions pour Intelsia n'était pas de rester sur une entreprise locale. L'ambition que nous avions, et par rapport
à toute l'expérience que j'ai eue auparavant, moi, mon associé qui gère en ce moment l'entreprise. On a travaillé dans le public, semi-public, dans les multinationales, et on voulait construire une entreprise qui, effectivement, allait se développer à l'international. On avait une ambition de ne pas rester que local, et on adore la croissance. Donc, finalement, et apporter du rêve à nos collaborateurs, à nos clients. Et donc, forcément, si vous voulez le faire, vous ne pouvez pas le faire seul. Sinon, ça va vous prendre des siècles. Donc, comme on était un peu pressé, et en plus, on voulait réaliser ça tant qu'on était en vie, tant qu'on était là, donc le seul moyen, c'est de partager. Donc, le premier fonds d'investissement qui est rentré nous a permis de faire ces acquisitions qu'on n'aurait pas pu faire seul. D'accord? Oui. Donc, ça, c'est important. Et il a permis également de structurer l'entreprise, de faire de sorte à ce que l'entreprise soit vraiment gérée comme une entreprise et non pas simplement comme une petite PME. D'accord? Donc, ça, c'est important. Le deuxième, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fonds d'investissement est sorti. Donc, le fonds d'investissement a fait une vraie plus-value et donc, le fonds d'investissement a été remplacé, lui et les autres personnes qui ont créé l'entreprise, par le groupe Altis qui a pris 65% du capital de l'entreprise. Donc, on peut encore se reposer la question puisque en 2016, lorsque Altis est rentré, moi et mon associé, nous n'avons que 35% de l'entreprise. Et donc, on aurait pu, effectivement, comme certains l'ont dit, vous allez perdre le contrôle de l'entreprise, vous allez perdre. Mais bon, aujourd'hui, le pari qui a été fait, c'est que, effectivement, pour moi, est un pari gagnant, puisque l'entreprise, lorsque en 2016 faisait moins de 100 millions d'euros, aujourd'hui, elle fait presque 700 millions, donc multiplié par 7. Donc, tout le monde a y gagné. Donc, aujourd'hui, et nous continuons à nous développer. Et l'entreprise a gardé son indépendance en termes de gestion, son identité, elle l'a gardée. Donc, voilà, donc il faut trouver des partenariats, même si vous êtes minoritaire, mais qui sont gagnants-gagnants. Il faut juste aligner les objectifs des partenaires. S'ils sont alignés, ça se passe bien. S'ils ne sont pas alignés, là, on a des difficultés. Vous êtes implanté au Maroc, mais aussi dans le monde. Mais il y a une question très, très souvent négligée en Afrique, par les entrepreneurs en Afrique, c'est la dimension management. C'est une dimension que les anglo-saxons connaissent et ça fait partie de leur viatique. Alors, il y a les dimensions management, mais aussi exécution. Comment cette réalité-là, vous l'avez intégrée dans votre culture? Moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on est d'une certaine nationalité qu'on manage différemment. Certes. On a des cultures, on a des approches différentes. Vous êtes différent de moi, qui suis différent d'un Suédois, qui est différent d'un Américain, parce qu'on a une histoire, et ainsi de suite. Par contre, vos compétences restent vos compétences et votre façon de gérer les gens reste la même. Ce n'est pas parce que vous êtes Marocain, Tunisien ou Sénégalais que vous allez moins bien gérer. Ce qui est la sensibilité, c'est quand vous êtes sur différents pays et vous avez des managers qui sont de certaines nationalités qui doivent gérer différentes nationalités avec les sensibilités que vous pouvez avoir locales. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, en fait, les challenges auxquels nous faisons face, c'est d'avoir des managers qui sont adaptables à l'international. Oui. Et c'est d'avoir des managers aujourd'hui, si on a une ambition d'être un acteur global, c'est ne pas être maroco-centrique, de ne pas être franco-centrique, d'avoir effectivement des managers de différentes nationalités qui vont porter l'entreprise. Parce que l'entreprise aujourd'hui se veut globale, internationale, donc il ne faut pas qu'elle s'identifie qu'à un seul pays, mais il faut qu'elle puisse être inclusive. Et pour ça, il nous faut des managers d'un certain niveau qui soient de toutes les nationalités, qui puissent rejoindre le groupe. Et ça, c'est la difficulté. La difficulté, pourquoi? Parce qu'initialement, on a été créé à Casablanca. Donc, on reste encore centré sur Casablanca puisque les fonctions de support sont ici. Mais le challenge aujourd'hui que nous avons dans les années à venir ici, on veut réussir cette internationalisation, c'est d'inclure des managers de différentes nationalités, de différentes cultures pour donner vraiment de la valeur à ce groupe. Oui. Alors, la question aujourd'hui qui mérite un peu plus d'explications, c'est d'abord la raison interne en termes de votre gestion de vos atouts. C'est-à-dire que vous êtes dans la diversification linguistique, dans cette nouvelle géographie, et surtout cette vision en intégrant les technologies nouvelles, notamment le digital, l'intelligence artificielle et plein d'autres. Cette dimension-là, comment est-elle intégrée et prise en compte chez vous pour que ça soit un axe majeur? Alors, la difficulté aujourd'hui et les réflexions que nous avons, c'est de dire aujourd'hui, parce que quand vous êtes dans une entreprise comme ça, en fait, vous voyez mois après mois, les choses évoluent, les clients ont des demandes. Et c'est de dire aujourd'hui, comment sera ce métier dans 5 ans, dans 10 ans, puisqu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est 35 000 sur presque une vingtaine de pays.
Et donc, il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper dans le sens où, effectivement, il faut prévoir les choses de 2, 3 ans, 4 ans à l'avance parce que sinon, vous êtes trop impliqué socialement, vous êtes trop engagé socialement. Donc, et c'est ça Donc, aujourd'hui, moi, je pense que les nouvelles technologies vont apporter plus de valeur au travail qui est fait par nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, au lieu de faire des actes simples, les collaborateurs vont continuer à faire des actes beaucoup plus compliqués. L'intelligence artificielle et toute la partie technologique va leur permettre d'avoir accès à plus d'informations et effectivement avoir un travail à plus forte valeur ajoutée. Je ne pense pas que ces technologies vont remplacer les humains. Je ne pense pas aujourd'hui, en tout cas dans les 5 prochaines années, je ne pense pas qu'aujourd'hui notre métier va en pâtir. Par contre, il faut absolument avoir la taille qu'il faut pour investir dans des équipes qui vont effectivement être en avant-garde sur ces nouvelles technologies, savoir ce qu'on peut proposer à nos clients, parce que tous nos clients sont friands un petit peu de tout ce qu'on peut leur apporter comme plus et qui va leur donner une valeur ajoutée à leurs clients. D'accord? Et donc, à ce titre-là, nous devons investir là-dessus et effectivement être tout le temps en avance pour pouvoir gagner de nouveaux clients. Dans la stratégie marocaine, c'est-à-dire que sa politique africaine, êtes-vous sollicité pour, avec votre expérience, leur servir d'éclairage, d'éclaireur, puisque vous êtes un acteur global. Et donc, le Maroc aujourd'hui est face à des défis majeurs et elle est en train de bouger, de suivre une évolution prometteuse. Comment voyez-vous et comment vous êtes sollicité surtout? Écoutez, personnellement, on n'est pas très sollicité, malgré le fait qu'on soit, je pense, le premier employeur marocain en Afrique, parce qu'aujourd'hui, notre présence en Afrique dépasse les 20 000 collaborateurs et on est très présent sur les différents pays. Ceci dit, il y a eu beaucoup d'acteurs avant nous qui se sont installés, qui se sont bien installés dans le secteur bancaire, secteur des assurances, dans différents secteurs, le secteur des télécoms. Et donc, aujourd'hui, notre expérience, effectivement, peut être mise à la disposition des différentes entreprises qui veulent se développer. Aujourd'hui, par exemple, lorsque nous allons en Afrique, ben, on aide également certaines entreprises marocaines en tant que sous-traitants, parce qu'on a déjà travaillé avec eux à Casablanca pour pouvoir avoir les mêmes dispositions un peu partout. Donc, on peut s'entraider entre entreprises marocaines et entreprises africaines lorsqu'on se développe. Aujourd'hui, on a ouvert un site en Jamaïque et j'ai sollicité des sous-traitants marocains qui m'ont accompagné dans ce truc-là. Et ce qui est important, c'est que les entreprises doivent faire de l'essaimage. Si aujourd'hui les entreprises marocaines se développent à l'étranger, elles doivent faire de l'essaimage et aider les autres entreprises, les PME qui sont africaines pour pouvoir se développer. Ça, c'est important parce que les grandes entreprises puissent aider les autres. Maintenant, sur notre présence en Afrique et les challenges que face le Maroc ou l'économie marocaine, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait, en tout cas, moi, c'est mon message, ce que je souhaite, c'est que Intelsia soit plus ou moins ouvre la porte à certaines personnes pour dire que c'est possible. Aujourd'hui, on peut se développer cross-border en Afrique, en Europe, aux États-Unis, sans pour autant être un grand groupe. Aujourd'hui, lorsque nous l'avons fait, c'était une petite entreprise avec des moyens qui étaient des moyens locaux, et on a pu le faire parce qu'il y a une volonté effectivement d'aller à l'international, il y a une volonté effectivement d'investir sur le demain, parce qu'aujourd'hui, si effectivement on avait voulu juste prendre les fruits de nos efforts sur les 10 premières années, peut-être qu'on n'aurait pas fait ce développement. Donc, ce qu'on veut simplement dire entrevoir aux gens et aux entrepreneurs marocains et africains, c'est qu'il est possible, en étant du Sud, de se développer vers le Nord et se développer de manière cohérente et de manière efficace et de manière avec succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et pour terminer cette rencontre, quelle est votre vision du scénario d'après? C'est-à-dire que, ou du coup d'après, pour stabiliser, pérenniser et se projeter dans ce futur que vous aimez bien. Alors, notre rêve, oui, c'est vrai, aujourd'hui notre rêve, c'est de continuer. Aujourd'hui, vous savez, à chaque fois qu'on fait des développements, des ouvertures, l'ensemble des collaborateurs d'Initiative sont fiers d'effectivement de. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que tout au long de notre histoire, on continue à se développer, à faire perdurer ce rêve. Aujourd'hui, tous les jours où nous sommes présents ici, c'est un vrai plaisir d'être avec mes collaborateurs, un vrai plaisir d'être avec mes associés, un vrai plaisir effectivement d'être avec mes clients. Et il faut continuer à apporter effectivement ce que nous avons fait sur de nouveaux territoires, sur de nouveaux métiers. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas
que l'ambition que nous avons, et celle qui est déclarée, c'est en 2025, on veut être à 1,5 milliard de chiffre d'affaires, mais l'ambition que nous avons dans les 10, 20 prochaines années, c'est d'être un acteur global, de faire partie du top 10 mondial. Et ça, c'est possible. C'est possible en s'appuyant sur des compétences locales, en s'appuyant sur les compétences que nous trouvons, et surtout en mobilisant les gens vers le même objectif. Aujourd'hui, et je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de le faire. On a des clients qui croient en nous, on a des collaborateurs qui sont hyper engagés par rapport à ça, et on a des actionnaires qui sont vraiment en ligne avec le management pour guider cette entreprise vers cette direction. Karim Bernoussi, je rappelle que vous êtes le fondateur et le PDG de Intelsia Group. Je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir vraiment donné la rationalité économique de votre groupe. Merci. Je vous remercie, Hichem. Merci, c'est un plaisir. Merci pour votre temps et je vous remercie. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.